Cet après-midi, nous avons parmi nos conférenciers et invités M. Danny Prudhomme. Danny Prudhomme a complété ses études au Collège militaire royal du Canada en administration des affaires et à l'Université d'Indiana en gestion et philanthropie. Il détient plus de 30 années d'expérience en gestion d'équipes et de projets, en relations publiques et en développement d'affaires. Il a découvert sa passion pour le secteur des ONG, organismes non gouvernementaux, en participant à l'organisation de la campagne United Ways en Nouvelle-Écosse. Il y a plus de 30 ans. Ce qui a mené à une carrière comme directeur de campagne, directeur de dons majeurs et planifiés, directeur de développement et directeur général au sein de fondations, notamment contre le cancer et le diabète, ainsi que pour les HEC, l'École polytechnique et l'Université McGill, avant de se joindre au réseau FADOC, organisation à l'intérieur de laquelle il œuvre depuis 2008. Donc, mesdames et messieurs les participants, en cet après-midi, veuillons accueillir chaleureusement M. Danny Prudhomme. Alors, bonjour. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'adresser à vous sur ce sujet-là. Et en fin de journée comme ça, il y a des avantages et des désavantages. L'avantage, on a entendu les gens parler avant, donc on peut ajuster, peaufiner, puis prendre en note certaines choses qui ont été dites pour tabler dessus ou pas oublier. Mais ils n'ont pas voulu rajouter 20 minutes à mon temps parce que ça aurait pris 40 minutes. Fait que le défi, c'est de le faire en 20 minutes encore. Le désavantage, c'est que je me trouve entre vous et le cocktail. Alors, il faut que je sois aussi intéressant qu'un verre de vin, une bière ou une eau pétillante. Ça, c'est le défi. Donc, sans plus tarder, je vais présenter un petit peu mon organisation, le Réseau FADOC. Réseau FADOC, c'est vraiment 52 ans d'histoire, plus de 525 000 membres, 16 bureaux régionaux, 700 bureaux locaux. Et évidemment, la mission tripartite, sortir les gens de l'isolement, organiser des activités donc à cet effet, en mettre plus dans leur poche, des rabais et privilèges, et évidemment ce qu'on appelle la défense des droits collectifs, donc la représentation au niveau des différentes instances pour assurer qu'on fasse évoluer dans le bon sens la qualité de vie. Ceci étant dit, on a fait un sondage pour revenir à certaines choses qu'on a dit en 2022, qu'on avait fait en 2018, donc on le refait après la pandémie. 3 préoccupations majeures, il y en avait plein, mais les 3 qui ressortent, qui étaient les mêmes qu'en 2018, le premier, travail-retraite, donc revenu, on parle de ça aujourd'hui. Le deuxième, santé, on l'a vu tout à l'heure dans certaines diapositives aussi. Santé qui a évolué. En 2022, ça dit mental et physique. On comprend pourquoi, avec le mot qu'il ne faut pas dire, le C, comme François disait. Et le dernier, non le moindre, logement, hébergement. Et on l'a aussi vu dans certaines diapositives, ce qui fait que si on met tout ça ensemble, c'est important quand on parle des revenus et de la retraite, pour une raison, c'est que ça touche tout ça dans notre cycle de vie, ces 3 préoccupations-là. Évidemment, pour partir, il faut partir à quelque part. Et puis, comme mes professeurs disaient à l'université en économie, toute chose étant égale par ailleurs, Dieu que j'haïssais ça quand on disait ça, parce que s'il y a une chose qui n'est pas vraie, c'est celle-là. Mais pour faire les comparatifs, en vieillissant, je me suis assagi, il faut partir de quelque part. Donc, le paradigme que je vais partir avec, et on l'a mentionné un peu, c'est que l'objectif qui est généralement admis, en fait, pour l'épargne et les fonds de retraite, c'est qu'on doit faire en sorte qu'on n'entraîne pas trop de diminution quand on arrive à la retraite au niveau de notre niveau de vie. Je l'ai dit, c'est un paradigme, je ne savais pas dire qu'il est vrai. Et puis, évidemment, pour ce faire, il est nécessaire, en fait, tout ce qui touche le taux de remplacement de revenus, donc le pourcentage avec lequel on peut faire notre vie active, doit, évidemment, on va dire, doit tourner autour de 70 %. C'est généralement considéré comme l'objectif qu'on vise. Et bien, comme j'ai dit, c'est un paradigme, ça ne veut pas dire que c'est vrai, la réalité, ce qu'on vit. Alors, si on commence, on en a vu un peu, mais je vais le faire un peu différemment. Évidemment, il y a, je vais juste bouger ça, que je vois mes feuilles comme il faut, pour vous dire de niaiserie. Donc, évidemment, si on regarde le premier palier de ce côté-là, c'est la sécurité de la vieillesse. Évidemment, c'est composante universelle, système canadien-québécois, le biais des taxes des impôts, on sait tout ça. Et puis, en fait, le gouvernement fédéral verse une rente à tous les aînés de 65 ans et plus. Et puis, à la base, qu'on ait travaillé ou non,
à ce niveau-là, et puis à laquelle peut s'ajouter le supplément de revenu garanti, évidemment, pour les mois nantis, puis je vais revenir à ça tout à l'heure. Le second palier, la Régie des rentes du Québec, ou la RPC, si on est au Canada, évidemment, régime public obligatoire financé à part égale, employé-employeur, 2 volets, volet de base, volet supplémentaire, et ça aussi, je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est important dans le taux de remplacement. Finalement, le dernier palier, c'est évidemment tout ce qui est l'ensemble des sources de revenus privées, donc les régimes complémentaires de retraite et l'épargne personnelle, notamment les REER. La RRQ, on l'a dit, ça vise à remplacer 25 %. Combiné avec le premier palier, en théorie, aujourd'hui, on n'aura qu'un taux de 41 %. Donc, je reviens à mon paradigme, je disais que ce n'est pas nécessairement vrai. Ben, en fait, ce n'est pas vrai pour la majorité des gens. Si on regarde au niveau du taux de remplacement, le Canada, en fait, on peut voir qu'il fait piètre figure par rapport à l'OCDE. Et puis, bien, à la base, c'est là aussi où le bas blesse. Donc, c'est une chose qu'il faut corriger. On a les moyens de le faire. On est un pays où on est privilégié. Donc, je pense qu'il faut le faire. Et quand on voyait les sondages au fil du temps, on voyait bien que les gens, d'avoir un revenu viable, c'est quelque chose qui est très important pour les gens dans la salle. C'est sûr qu'on prêche à des convertis. Et comme je disais à la personne à côté de moi tout à l'heure, on pense toute la même affaire dans la salle. Ça serait le fun, toute la société pense ça, puis qu'on puisse mettre une pression assez intense pour que ça change. Donc ça, c'en est un endroit où on doit changer. Évidemment, on constate là, au niveau des régimes complémentaires de retraite, pour que ça approche un taux de 70 %, on est loin de là, à cet effet-là. Évidemment, lorsqu'on observe la participation des travailleurs et travailleuses du Québec à un régime de retraite, on constate un peu moins de 40 % d'entre eux cotisent ni à un REER, ni à un régime complémentaire de retraite. Donc, évidemment, quand on parle du taux de remplacement, là, on vient de l'affecter, mais énormément à cet effet-là. Ensuite, si on regarde au niveau du taux de remplacement des revenus des régimes privés, bien, on voit que ça va être appelé à réduire à travers le temps parce que la grande majorité d'entre eux ne sont pas indexés, comme on peut voir. Donc, évidemment, là aussi, on vient toucher quelque chose qui va débalancer au niveau du taux de remplacement et ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. Une question pour vous, vous avez pas besoin de répondre, là. C'est juste, je la lance comme ça, c'est pourquoi est-il important d'aborder l'indexation des régimes de retraite? Parce que sans indexation, à la base, l'inflation va seulement gruger le pouvoir d'achat et diminuer le niveau de vie. Et puis, comme on peut voir, par exemple, si le taux de l'inflation était juste de 2 %, ce qui n'est pas le cas là, dans les derniers mois qu'on vit, bien, le pouvoir d'achat des personnes en tant que tel diminuerait d'environ la moitié sur une période de 30 ans. Donc, on comprend rapidement, là, s'il n'y a pas d'indexation, qu'il y a un débalancement qui peut se faire assez rapidement. Et à 2 %, comme je dis, c'est minime de ce temps-là par rapport à ce qu'on vit. Pour la majorité des travailleurs et travailleuses, les bénéficiaires d'un régime à prestations déterminées, les montants des régimes publics seront les seuls à être indexés, comme on voyait au niveau des indexations. Évidemment, je pense qu'il faut qu'on parle aussi de la méthode d'indexation, parce que au niveau des régimes publics. Si on regarde ça de plus près, au Canada et au Québec, les régimes publics, dans le fond, il y a Sécurité de la vieillesse, Régime des rentes du Québec, j'ai oublié le SRG pour le moment, là. C'est le calcul de l'indexation. L'IPC inclut l'ensemble des biens et des services, donc que les citoyens consomment. Par contre, plus on est à bas revenu, plus on consomme des biens et des services qu'on appelle de base, dans une plus grande proportion, et donc les revenus pour ces gens-là vont être plus affectés en tant que tels. Si on regarde au niveau le prix des biens et services, la mesure du panier de consommation en tant que tel, comme on appelle, là, évolue aussi différemment que le prix de l'ensemble des biens et services quand on regarde l'IPC en général. Donc, on a une mesure, mais en tant que tel, si on se focus sur certains biens qui sont plus essentiels, bien, à la base, ça varie aussi différemment. Fait que la mesure qu'on prend elle vient aussi débalancer de ce côté-là. Les salaires augmentent plus rapidement que l'IPC, d'environ 1 point de pourcentage, si on regarde par année. Puis, à la base, le programme fédéral, ça veut dire que comme il est basé sur l'IPC, bien, il va venir jouer un rôle réduit au niveau du remplacement au fil du temps.
parce qu'ils ne vont pas au même type que les salaires. Donc, à la base, on va réduire. Puis vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais arriver là. Si on revient sur la RRQ, on dit, évidemment, sur la RRQ, ça ne se produira pas parce que les revenus sont en fonction du maximum des gains admissibles qui, lui, augmentent. On l'a vu tout à l'heure, M. Boulanger le présentait dans ses diapositives. Donc, ça ne diminuera pas notre revenu parce que lui, il va évoluer en fonction du maximum des gains admissibles. Donc, à la base, plus on va aller dans le temps, plus le maximum des gains admissibles va augmenter. Évidemment, une fois à la retraite, on s'entend que là, on a avec l'IPC, on est en parenthèse pogné avec l'IPC encore une fois. En 2019, on a vu, il y a eu une bonification du régime, évidemment. Je pense que c'est essentiel, puis on l'a vu, il y a des gens qui souhaiteraient qu'il y en ait plus dans un des sondages. Donc, c'est louable, mais à la base, quand ce régime-là va prendre effet en 2065, donc il va passer de 25 à 33 et quelques %, si on regarde ce qui se passe avec les régimes, le fédéral, qui est IPC uniquement, bien, en fait, on va venir amoindrir, donc on va venir pratiquement annuler en tant que tel la bonification qu'on a faite à la Régie des rentes au Québec. Parce que l'autre n'augmentant pas de la même façon, on va avoir un débalancement et ça va venir diminuer notre bonification du régime à cet effet-là. Évidemment, c'est-à-dire que la méthode d'indexation, comme je l'ai mentionné pour le PSV et le SRG, là, ça va annuler tout ça au niveau de la RRQ, de la bonification qu'on va aller chercher. Alors évidemment, ça confirme l'importance au niveau de la méthode, des mécanismes d'indexation qu'on appelle pour améliorer le taux de remplacement en tant que tel des revenus des régimes publics pour les prochaines générations. Là, ça ne prend pas un doctorat en mathématiques. Avec les différentes choses, on pouvait bien voir en partant de toute façon qu'il y avait un débalancement. Puis plus on creuse avec la façon qu'ils sont indexés, plus on voit qu'il y a un débalancement, puis que ce débalancement-là ne va pas aller en diminuant, mais va aller malheureusement, malgré le fait qu'on a bonifié la RRQ, imaginez si on ne l'avait pas bonifié, ça va aller quand même en s'accentuant de ce côté-là. Ce qu'il faut regarder au niveau du programme de la sécurité de la vieillesse, c'est que c'est d'autant plus questionnable dans un contexte où le niveau de revenu octroyé est très peu élevé à cet effet-là. Puis on va prendre des comparatifs, là. Si on regarde le prix d'une place standard en RPA, c'est supérieur, en fait, aux montants maximaux du programme de la sécurité de la vieillesse pour les personnes seules. Donc, les personnes âgées, on sait que 8,7 % des utilisateurs, 8,7 % de cette clientèle-là, sont des utilisateurs des banques alimentaires canadiennes. Le taux d'augmentation dépasse largement celui des autres groupes d'âge en tant que tel. Donc, on parlait tantôt, quelqu'un mentionnait l'itinérance à travers le Canada, que c'était au-delà de 30 % qu'on retrouvait des aînés qui avaient perdu le logement. Donc, on voit aussi que les banques alimentaires, c'est un problème à cet effet-là. En 2021, 21 % des personnes âgées vivant seules au Canada vivaient avec des besoins impérieux en matière de logement. Donc, on a une insécurité alimentaire, on a une insécurité au niveau du logement. Et sous la pression des différents groupes de défense, là, dont la FADOC fait partie, il y a eu des bonifications au supplément de revenu garanti et il y en a malheureusement encore besoin parce qu'on peut voir qu'on est sous le seuil de viabilité, en fait, au niveau de revenus. Et donc, on ose espérer que dans les années à venir, on va être en mesure, de toute façon, d'essayer d'augmenter encore une fois ce supplément-là, mais ce n'est pas la solution. C'est une solution temporaire pour les pallier à des gens qui sont déjà dans le trouble actuellement, là. Au Québec, 21 % des personnes de 65 ans et plus vivent avec moins de 20 000. Ça, c'est une statistique 2020. Donc, ils sont sous le seuil de pauvreté officiel calculé par le gouvernement fédéral avec la MPC. Puis je reviens au SRG, je disais tout à l'heure. Près de 40 % des gens en ont besoin. Donc, ça veut dire que pour une personne vivant seule, il fait moins de 20 000, 20 700 et des poussières pour avoir le maximum. Pour un couple combiné, si on prend le revenu, c'est un peu plus de 27 000. Donc, ce n'est pas le Pérou, là. Ces gens-là qui ont besoin du supplément sont vraiment, comme on dirait, très mal pris. Mon mot qui allait sortir, c'était pas poli, très mal pris, on va le dire comme ça. En matinée, on voyait aussi que la statistique sur les 65 ans et plus, c'était 40 000 $ de revenus moyens. Et ça me fait friser les cheveux sur la tête que je n'ai pas, parce qu'il faut le décortiquer, ce chiffre-là. En disant ça comme ça, pour reprendre ce que quelqu'un disait tantôt pendant une période de questions,
à la base, en disant ça, fret net sec de même, là, comme on dirait, là, ça laisse paraître que les gens, bon, ils ont un beau revenu, 40 000 à la retraite, c'est pas pire. Ça, c'est la moyenne. Premièrement, il faudrait peut-être prendre la médiane qui reflèterait plus la réalité du vrai chiffre. On sait c'est quoi la médiane. Parce que, à la base, si on prend la médiane des 75 ans et plus, le chiffre qui ressort, c'est 26 000 au Québec. Donc, on est loin du 40 000. Puis quand on pense aux 40 sur le SRG, ils sont très, très loin du 40 000. Donc, tout ça ensemble fait que, à la base, il faut faire attention quand on dit des chiffres parce qu'on pourrait porter à croire que tout va bien et ce n'est pas le cas. Évidemment, si je vous dis ça, c'est parce que ça veut dire que c'est important de réfléchir aux choix qu'on va faire pour l'indice en ce qui a trait au seuil de pauvreté. Et à la base, quand on regarde le MPC actuel, la MPC actuelle, mesure du panier de consommation, mesure la pauvreté sous l'angle de la couverture des biens de base. Ça veut dire qu'un individu, en tant que tel, en situation précaire, lui, on ne calcule pas non plus, ou c'est sous-évalué au niveau des dépenses si on pense aux lunettes, si on pense à la santé auditive, si on pense à la santé bucco-dentaire et les médicaments. Et puis, si on revient au SRG, puis si j'ai un petit peu d'épargne de côté puis j'ai le supplément, je retire $1, on me pénalise de 50 sous l'année suivante. Donc, j'ai un impôt de 50 %. C'est hallucinant, là. Ces gens-là, c'est les moins rémunérés de la société, puis c'est les plus imposés de la société quand ils font ça. Vous voyez, il y a un débalancement, là, parce que même s'ils voulaient arriver à un niveau de vie acceptable pour se payer des dépenses qui ne sont pas prises en considération, on les repénalise encore par la suite. Fait que là aussi, le paradigme, ça ne marche pas. Récemment, évidemment, le gouvernement Trudeau a rehaussé de 10 % la sécurité de la vieillesse pour les 75 ans et plus. Donc, il a fait quelque chose qu'on n'a jamais pensé. Ce programme-là, c'est 65 ans et plus. Lui, il vient d'en faire 2 programmes dans un. 75 ans et plus, tu as un 10 %, 65, 74, tu n'as rien. Prétextant que les 75 ans et plus ont besoin de plus d'argent. Je ne dis pas que c'est pas faux. Je ne dis pas que c'est faux, pardon. Par contre, le véhicule pour faire ça, ceux qui ont vraiment besoin d'argent, c'est le supplément de revenu garanti. Ce n'est pas la sécurité de la vieillesse. Là, tu vas toucher ceux qui ont vraiment besoin d'argent. Sinon, si tu veux bonifier un programme, bonifie-le comme il faut. Fais pas 2 classes de citoyens. En faisant ça, il y a 2 classes de citoyens qui viennent d'être créées. Les citoyens qui vont être bonifiés, puis les 65, 74, par la bande, est-ce qu'on veut qu'ils retournent travailler? Fait qu'on ne les a pas bonifiés. Ça, c'est assez intense si c'est ça qu'on veut, parce que tout à l'heure, on parlait de travail. Et si on parle de travail, bien, à la base, c'est très simpliste comme approche, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, ce problème-là de retour au travail. Vous avez, on en a parlé, la dame, la professeure, parlait de pénibilité. Est-ce qu'on a un indice de pénibilité qui dit que tel emploi à tel âge, en moyenne, on ne peut plus le faire? Il n'y en a pas. Fait arrêtez de penser qu'on va retourner travailler comme ça, à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a de la formation continue, des programmes pour les plus de 50 ans? On voit beaucoup la formation arrêtée à 18-35 dans bien des cadres, un peu plus après, mais pour les plus âgés, on n'en voit pas. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a des incitatifs fiscaux? Non, c'est des pénalités qu'on a au lieu des incitatifs. Si on pense quand on retourne, on va être pénalisé davantage. Donc, si c'est de retourner les gens au travail parce qu'on ne leur a pas bonifié à cet effet-là, bien, on a encore une fois manqué le bateau, donc le paradigme ne tient pas. Évidemment, pour clore la présentation, je me permets de vous soumettre une question à cet effet-là. Puis, à la base, avant d'aller là, je vous dirais 2 choses. On vient dans le paradigme que j'ai parti avec au début, on vient de voir l'importance du bon calcul de l'indexation pour les rentes publiques. On n'a pas le bon calcul actuellement. Donc, il faut revoir la formule actuelle d'indexation. Ça, c'est définitif. Il faut amener des propositions qui sont beaucoup plus appropriées et il faut les développer, les élaborer, fin de journée, les élaborer en fonction des besoins. Donc, il faut partir des besoins et non pas de la rente. Il faut regarder les dépenses incompressibles. Si on part de la rente, on oublie qu'il y a des dépenses qui sont incompressibles. Et à la base, tout ça, pourquoi? Et il y en a certains qui l'ont dit, pour amener un revenu viable et une retraite digne de ce nom. Merci.